Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 21 août 2023. On se retrouve avec un bitcoin à 26 000 $ tout rond ce matin, autour de 9 h que j'enregistre l'émission, donc c'est pas si mal. On a une clôture qui est pas si dégueulasse que ça par rapport à la phase que nous avons traversée donc au cours de la semaine dernière. Un Ether à 1671 qui a récupéré un peu de force face à Bitcoin également, puisque à chaque fois on est un peu sur la pente glissante, c'est également pour Ether. Le BNB à 215 $ et ensuite on voit que ce top 25 est plus ou moins à l'équilibre. On a des plus 2, plus 3, notamment du côté de LTC. On a Monero aussi qui prend plus 3. 20e place, mine de rien, 148 $. Il ne bouge quasiment pas, mais il continue d'être utilisé et c'est un peu le fer de lance de la vie privée et du coin, anonyme. Et on clôture le bas du tableau avec Hedera Hgraph et Internet ICP Computer avec Lido qui s'était fait sortir et quelques autres qui essayaient ces temps-ci de se hisser, tandis que Atom Cosmos est à la 22e place, 7,73 $. Et attention là aussi à la pente glissante de ne pas se faire sortir du top 25. 26 000 $ après avoir méché sous les 25 000, donc on a les 25 002 en termes de support comme vous le savez. Et ce qui est assez extraordinaire, et je vais y revenir dans un instant au niveau des infos puis de l'analyse technique, c'est qu'on a eu une cascade de liquidation qui apparemment dans le même laps de temps aurait autant liquidé qu'au moment de FTX. Alors je ne sais pas comment ils l'ont mesuré exactement. Je ne sais pas aussi comment au milieu de l'été il y avait autant encore de produits leviers qui étaient agglutinés les uns aux autres, mais apparemment on aurait eu dans un temps très condensé entre 1 et 2 milliards de cascades de liquidation, ce qui correspondait un peu au bloc qui était tombé au moment de FTX. Donc c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal, et le tout avec un prix qui est passé seulement entre grands guillemets de 29 000 à 24 000. Donc là aussi on a un marché crypto qui démontre une fois de plus quand même sa résilience. Le Crypto Fear and Greed 38 dans la peur, les ordres de marché ce matin plutôt en recherche de vente, et ça se passe du côté de Bitfinex, Binance et BitMEX. La map de liquidité, donc on n'a pas encore attaqué véritablement la zone des 25 000 à 20 000 quasiment, avec un énorme pic comme vous le savez autour de 23 000. Au nord on a un tout petit ergo qui est apparu à 28,8 et ensuite on part direct au 32 à 35 qu'on n'a pas réussi sur ce premier semestre 2023 à faire tomber. Il y avait beaucoup, souvenez-vous, de gros comptes américains, anglais qui pensaient qu'on irait à 40-45 000 et peut-être que ça peut encore arriver sur cette fin d'année, bien que j'ai un doute. Donc nous en sommes là finalement à quelques encablures, quelques trimestres du fameux halving qui interviendra normalement en avril 2024. On va voir comment ça va se passer d'ici là, mais en gros on est au bon endroit au bon moment. Est-ce qu'on peut toujours rebasculer en territoire extrême rouge et repasser sous les 25 000 puis les 20 000 pour aller visiter à nouveau les 15 000 et tout ça? Personnellement aujourd'hui c'est ma seule et unique croyance. Je pense que le plus dur est effectivement derrière nous, mais comme d'habitude on ne peut avoir aucune certitude sur les marchés, donc attention, prévoyez toujours un plan un peu de secours au cas où le marché perde les pédales. Je remercie le partenaire commercial sponsorisé du jour, publicité / machin influenceur. Vous savez désormais comment ça se passe. Je ne sais pas exactement tout ce qu'il faut dire ou disclaim, donc je dis tous les mots les uns à la suite des autres. Dans tous les cas, merci vraiment à NordVPN de nous accompagner. C'est un sponsor long terme et qui nous permet de faire vivre la chaîne. Là, pour être tout à fait transparent avec vous, cet été, le revenu YouTube, c'est quelque chose de l'ordre de 300-400 € par mois et qu'on divise par deux en se le versant sur une société. Donc clairement, voilà, c'est très compliqué de subsister aussi longtemps en bear market pour faire tourner une activité comme ça autour de YouTube ou quoi que ce soit. Je dis aussi ça volontiers pour tous ceux qui se lancent aujourd'hui, et en tout cas pour NordVPN, eh bien vous pouvez bien évidemment l'utiliser pour faire un pont bien sécurisé au niveau de votre activité online. Ça peut vous permettre de vous connecter au travers de 5700 serveurs et dans quasi 100 pays au travers de la planète pour accéder à du contenu spécial ou tout simplement pour pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez, puisque des fois il y a des pays qui bloquent certaines fonctionnalités et on l'a très bien vu au niveau des cryptos, le tout en protégeant 6 appareils avec un seul compte. Et petit à petit ils ont introduit des fonctionnalités qui également vous empêchent d'être ciblé par des attaques de type phishing quand vous avez des mails ou des pièces jointes vérolées qui arrivent en direct et sur lesquelles on se méfie pas toujours. Et bien là ça peut vous donner un temps d'avance sur tout ça. Donc clairement c'est une solution aujourd'hui qui permet dans un premier temps d'être sécurisé sur sa navigation, mais pas que, puisque vous avez également le NordPass, le gestionnaire de mots de passe. Et ça clairement pour quiconque aujourd'hui
utilise Internet, utilise les cryptos, ou peu importe, même si vous avez juste des trucs administratifs, etc., c'est vrai que ça peut aller très vite de compromettre des mots de passe pour les particuliers, et notamment quand vous mettez le nom de votre chien ou bonjour 1, 2, 3 ou ce genre de bêtises. Je sais qu'il y a énormément de gens qui le font encore, puisque même dans des administrations étatiques, il y a des mots de passe comme ça qui ont été retrouvés, qui étaient des mots de passe complètement aberrants d'un point de vue de la sécurité. Donc là, ça va vous suggérer des mots de passe automatisés avec un degré de caractère 8, 16, 32 qui ne pourront être cassés que peut-être un jour par une machine quantique extraordinaire. Et pour l'instant, vu le degré de cryptage et tout ça qu'il faudrait casser, ça semble assez utopique. Mais en tout cas, ça peut vous permettre de systématiquement avoir l'esprit libre autour de ça. Et surtout, ça vous empêchera dans un premier temps de perdre vos mots de passe à chaque fois que vous devez les retaper. Ça les tape de façon automatique. De ne pas avoir à les taper physiquement au cas où vous ayez un fichier vérolé ou quoi que ce soit sur votre ordinateur qui enregistre ce que vous êtes en train de taper. Donc au niveau de la sérénité, je pense qu'on est pas mal. Pour finir, vous avez le NordLocker qui garde vos fichiers sécurisés dans le cloud privé. Là aussi, voilà, c'est toute la suite qui est désormais proposée par NordVPN et je trouve que c'est un all-in-one qui fonctionne plutôt pas mal. Comme d'hab, vous avez le pack donc avec les 2 ans et les 4 mois offerts. Vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés, donc vous pouvez absolument tester et si jamais ça vous va pas, eh bien vous êtes libre comme l'air. Vous pouvez payer en crypto sur NordVPN et ça c'est plutôt cool pour nous et donc pour ceux qui souhaitent nous soutenir, vous avez le lien en commentaire et description. Au niveau des infos, donc je vous mettais en avant la petite hypothèse que on avait esquissée en début d'année 2023 avec à la fois la phase de marché au niveau du marché américain, de la potentielle récession et de tout ce qui pouvait intervenir derrière, mais surtout tout ce qui pouvait intervenir au niveau du marché crypto. Alors il y a des chiffres au niveau notamment du market cap qui n'ont pas été atteints. Je pensais qu'on aurait un échec autour de 1600 à 2140 milliards, ce qui correspondait à peu près au 0,382 au 0,618 de Fibo. C'est des targets mathématiques. On a fait à peine le 0,236 je crois et dans tous les cas on est de retour autour des 1000 milliards de capitalisation, ce qui nous a empêché d'avoir un drawdown de moins 30 à moins 50 en tout cas pour l'instant, si on avait eu un rallye haussier bien plus prononcé avec un Bitcoin autour de 40-45 000 $. Donc par rapport à la phase que nous traversons, par rapport au SP500, etc., je vous laisse consulter le post et vous verrez qu'on s'est dans la globalité pas trop mal débrouillé pour ce premier semestre 2023. J'espère bien évidemment que si la récession venait à être un peu plus actée sur la seconde partie 2023, on n'en subira pas trop les foudres et les conséquences. En tout cas pour l'instant voilà, c'est une réussite en quelque sorte. Je suis plutôt pas mécontent de comment on a mené la barque et notamment depuis le dernier trimestre 2022 où tout le monde voulait se jeter des ponts, que ça soit pour la crypto ou pour les marchés traditionnels, et on a quand même pas mal profité de tout ça et j'espère que vous aussi. CryptoGoku avec 9,54 millions de AVAX qui vont être débloqués le 26 août seulement dans 5 jours. Cela représente plus de 100 millions de dollars et quasiment 3% du supply. Donc attention aux petits mouvements qui pourraient intervenir. Un moment pivot selon The Rational Route pour le BTC puisque on pourrait, si on repasse durablement sous les 25 000, repasser en territoire extrême bear. Et pour autant, quand on regarde un peu ce qui s'est passé entre les halvings précédents, on est tout à fait dans les clous justement de ce qui s'est passé au préalable. Alors comme d'habitude, quand c'est trop beau pour être vrai, quand ça s'est repassé plusieurs fois, on a tendance à se dire cette fois ça sera différent. C'est une phrase qui revient très souvent dans la vie d'un investisseur, que ça soit dans la crypto, dans la bourse trad, etc. La psychologie humaine et la spéculation qui est basée sur l'avidité, la peur, etc., qui revient dans tous les cas immuablement et qui se répète à l'infini, peu importe quand on regarde les mémoires de spéculateurs des années 1850 à 1930 dans un premier temps, puis ensuite l'après-guerre de 1950 aux années 2000, on peut constater qu'on a quand même des grandes lignes qui continuent à se répéter au travers du temps. Et là pour le Bitcoin et son fameux cycle de 4 ans, eh bien on va voir dans les 2 années à venir si effectivement on s'est fourvoyé ou si ça va se répéter une fois de plus. Pendant que le prix fluctue à la baisse au niveau des cryptos, on a le hash rate du Bitcoin qui lui nous fait un nouvel ATH, donc ça se passe très bien pour le réseau du BTC. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la pastille du hash ribbon qui s'est éclairée, puisque lui en général il prend un peu de retrait à partir du moment où on a un semblant de capitulation des mineurs, et derrière dès que le hash rate repart, bien évidemment qu'il repasse au vert, plus au bleu de son côté mais qui correspond au vert pour nous. Donc on va voir là aussi si
le petit secouage de cocotier sous les 25 000 était un ersatz dans cet océan de spéculation débridée des cryptos, ou si ça va être quelque chose d'un peu plus marqué autour de l'automne. Et je suppose que c'est le SP500 et le marché US, voire un peu le marché chinois qui s'est fait chahuter là récemment sur son marché immobilier, qui pourrait donner le ton. Avec ProfChain, il y a près de 900 000 Ethers émis depuis le passage d'Ethereum au Proof of Stake. Ce sont environ 1,54 million d'Ethers qui ont été brûlés. En net, l'offre d'ETH en circulation, quasi 120 millions d'Ethers, a été réduite de 643 000 Ethers, soit un supply et une déflation qui ont été réduits de 0,53% depuis septembre 2022, en moins d'un an. Donc on va voir, lorsque on aura un retour de volatilité importante à la hausse, lorsque on aura peut-être un retour de bull run aussi, on l'espère dans les 2 années à venir, comment ça se comportera. Est-ce que derrière on aura un pourcentage bien plus important qui sera burn? En tout cas, ça va être le baptême du feu aussi pour Ether, et qui pourrait nous donner de très belles choses si en tout cas ça continue de se passer sur le même motif. Lex Mokowski qui nous mettait en avant que le CME Bitcoin Future a marqué le top de 2018. Je vous en parlais la dernière fois, ça a compté de septembre 2017 quand ça a été introduit, que globalement ça s'est pas très bien passé derrière, mais on était sur un top de marché. Le Bitcoin Future ETF Market a tout simplement marqué le top de 2021. Il y a également en ce moment dans les tuyaux, comme vous le savez, un Ether Future ETF, et comme il le disait, je suis plutôt d'accord avec lui. Je sais pas si je vous en avais fait part dans la dernière émission, je pense que oui. Pour moi, si c'est sur le même motif que le Bitcoin Future de 2017-2018, on pourrait avoir une spéculation débridée à nouveau contre Ether, puisque la plupart du temps, ils essaient de faire pas mal d'argent, ou à minima de se hedger en pariant à la baisse sur les futurs sur Ether, tandis qu'après ils gardent une petite exposition au spot au cas où ça parte en sens inverse. Donc c'est assez difficile de naviguer dans les eaux des spéculateurs professionnels, nous autres particuliers qui avons bien du mal à délimiter tous les contours de ces terrains-là. Mais c'est vrai que bon, je me pose quand même pas mal de questions quant à l'arrivée d'un futur ETF sur Ether. Après, ça apportera de la liquidité, donc est-ce que c'est du positif, du négatif? On va voir en temps utile. On avait Peter Brandt donc qui nous disait que là aussi les 25 000 sont véritablement à tenir, et je suis tout à fait d'accord avec lui d'un point de vue chartiste et technique. Félicitations à notre petit zoo Elrond sur notre Discord qui malgré tout voilà, a réussi à créer de très belles choses, avec notamment le Gexchange qui est je crois cofondé par 2 personnes justement de ce chan sur notre Discord, et qui petit à petit est en train de se faire un nom puisque HSwap les a tout simplement intégrés. Il y avait également avant le week-end, si je dis toujours pas de bêtises, Benjamin, le CEO de Elrond, qui les a mis en avant, donc une très belle réussite, et félicitations à nos amis du Gexchange. C'est pas facile à dire au niveau du nom, mais voilà, c'était un petit coup d'œil, un petit clin d'œil sur une réussite qu'on pourrait quasiment qualifier de communautaire, mais surtout le travail acharné de 2 personnes, voire un peu plus derrière pour leur équipe en particulier. Avec Goku, le coût moyen électrique pour extraire un bitcoin à domicile dans le monde entier est de 46 291. Ça, personnellement, j'ai vraiment du mal à y croire. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt situé pour les moins chers, peut-être autour de 10 000 $, peut-être même un peu en dessous, entre 8 et 10 000. Une moyenne qui doit se trouver quelque part entre 15, 20, peut-être 20 plus. Et ensuite, certes, il y aura toujours des pays où si on te vend l'électricité à 3 € le kilowattheure, forcément, tu vas pas être super rentable par rapport au mec qui est sur l'excédent d'un barrage hydroélectrique à 0,01 ou quelque chose dans ces eaux-là. Donc, je pense que le meilleur des mondes, effectivement, doit se trouver quelque part entre, allez, à la louche, entre 15 et 20, 25 000 $ selon les pays où l'on regarde. C'est un peu ce que nous dit la carte, et en majorité, on a souvent effectivement des points bas qui se trouvent relativement très bas. Après, il y a quelques endroits qui sortent complètement du lot, notamment en Iran ou au Liban, où on serait à, si que je dise pas de bêtises, 500 $ et 260 $ de production pour un bitcoin. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a des fermes de minage qui sont implantées là-dedans, mais voilà, quand on fait la moyenne de tout ça, avec notamment l'Afrique du Sud où on est à 40 000 $, le Pérou à 65 000, la Colombie, enfin des endroits où je suppose aujourd'hui il n'y a quasi absolument pas de minage, ou le Japon à 64 000, ça nous fait une jeune moyenne aberrante, frérot, de 46 000 $. On avait Bob Lucas donc qui nous disait la dernière fois qu'on avait un très beau rebond du dollar, et ça joue contre nous depuis 5 semaines, après le point
point bas sous les 100 points du DXY, on est de retour à quasi 104. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Tandis que Unfolded nous parlait du discount qu'il y a eu sur le GBTC Grayscale à moins 26%. Alors, c'est en train de remonter aussi, mais tout ça, ça va être consécutif ou non. Enfin, ça va aller dans le sens ou pas de si la SEC finit par accepter un ETF au niveau du Bitcoin spot. Donc là aussi, je ne peux pas faire de commentaires pour l'instant puisque ça sera un peu un bouton on-off par rapport à toutes ces décisions. Mais je suppose qu'avec BlackRock derrière aux commandes, la SEC va finir par quand même peut-être se faire un peu chahuter et ça pourrait continuer, notamment si le président des États-Unis change derrière avec une politique où il y a encore Donald Trump, il y a 24-48 heures, qui a dit qu'il virerait Gary Gensler de la SEC qui n'arrêtait pas d'être trop vindicatif envers à la fois les cryptos, mais pas que. Apparemment, ça n'a pas l'air de très bien se passer. Impressionnant donc les liquidations, je ne reviens pas dessus, qu'il y a eu et qui pourraient être plus grandes que ce qu'il s'était passé au moment de FTX. Là aussi, il y a un petit graphique à l'appui, mais j'ai pas pu totalement vérifier cette data. Je pense qu'il y a eu beaucoup de liquidations, mais de là à dire plus que FTX, ça me paraît quand même assez énorme. Tommy Douziak de Zone Bourse qui nous faisait part de toutes les entreprises détenues entièrement ou partiellement par Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett et Charlie Munger. Donc globalement, c'est assez ouf et quand on regarde déjà tout ce qu'ils possèdent ici, c'est un peu un empire. On a l'impression de voir la map de LVMH au niveau des détentions, mais aussi ils sont quand même assez concentrés, et notamment sur Apple, il y a Coca-Cola, il y en a quelques autres. Apple qui représente à ce jour, je crois, un bon 50% de Berkshire, donc c'est complètement fou. Et quand on voit les dividendes que versent tous les trimestres, je pense pas que ça soit mensuel, ça doit être trimestriel, rien que Apple à Warren Buffett, ça se compte en centaines de millions, c'est complètement barge. On revient donc à la dernière vidéo avec l'ancienne épaule tête-épaule qui est en train d'être backtestée à nouveau autour de 25 000 $ pour Axel Kibar. Et globalement, c'est vrai qu'au niveau du graphique comme ça, quand on regarde le BLX, c'est un peu la pente glissante et le moment ou jamais de se rattraper et de s'accrocher pour le marché crypto. Sinon, on risque effectivement d'avoir une descente qui serait moins agréable en direction des 20 000 $. Je vais essayer d'aller assez vite au niveau des indices aujourd'hui pour vous passer quelques altcoins que j'ai trouvé intéressant, à la fois en gardant le fondamental dans une main et l'action de prix qui à court terme nous offre une opportunité. Après, comme d'habitude, vous êtes seul juge et seul décisionnaire de votre côté de ce dans quoi vous investissez. 1032 milliards pile poil sur la moyenne mobile 50 hebdo et sur le support ici qu'on va légèrement tirer et élargir puisque c'est autour de ces fameux 1000 milliards qu'il faut absolument tenir désormais. On est quand même assez bon en RSI, on n'a pas eu un volume complètement fou, donc pour l'instant, pente glissante, mais pente qui tient, j'ai envie de dire. Il va falloir absolument la tenir, sinon on risque d'avoir un automne. Si en plus ça venait à se gâter sur les marchés traditionnels où ça sera un peu trop compliqué pour tenir, je pense, pour les cryptos, seuls et envers et contre tous. On avait donc la petite mèche de semaine dernière autour des 490-495 milliards pour le crypto total des altcoins. On est de retour à 525, là aussi on essaie de défendre le support. Attention, on a une contraction en triangle, rectangle descendant. On sait ce que ça avait donné à l'époque, ceux qui attendaient le pump des 6500 $ au niveau de Bitcoin, et on avait fini à 3000. Donc attention ici, on a ce double objectif des 495 et ensuite le gros support des 425 qu'il ne faut absolument pas perdre en 2023. Les États-Unis et le SP500 qui lâchent du mou mais qui arrivent sur support ici autour de la moyenne mobile 20 hebdo, autour de 4320-4325. On a la trend RSI également qui va être touchée pour la 4 voire 5e fois. Et le gros support juste en dessous, sous les pieds, à 4200 points avec la moyenne mobile 100 en hebdomadaire toujours. Moyenne mobile 50 si jamais ça lâche autour de 4080. Moyenne mobile 200 long terme autour de 3888. Que nous fait le gold et les métaux précieux? Eh bien, on est plutôt à plat sur ce premier semestre 2023. On avait quand même eu à l'automne un joli pump de 1600 à 2070-75 $. Donc ça n'était pas rien pour le gold. On est en train de digérer tout ça. On est aux abords de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 100 qui se trouve à 1865 et 1848, tandis que la moyenne mobile 200 est à 1800 $ tout rond. On avait un Ether donc à 1670. Donc là aussi, on a méché relativement bas et on est venu taper donc cette trend qui désormais fait office et fait foi puisqu'elle a été touchée 3 fois autour de 1500 $ tout rond. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 200. Donc là aussi, on a une contraction vraiment assez monstre du côté de Ether
Ça fait longtemps que ça traîne. Je ne sais pas dans quel sens ça va sortir ensuite. Ça va dépendre, comme je vous le disais, probablement des autres marchés. Mais en tout cas, pour l'instant, on a quelque chose d'assez sérieux qui se passe au niveau du marché crypto. On a eu ce regain de volatilité la semaine dernière, mais je pense qu'on est loin de nos peines si ça part à la baisse et loin d'avoir tout vu si ça venait à partir à la hausse, si on avait, je sais pas, quelque chose d'un peu plus enthousiaste et réjouissant, peut-être du quantitative easing du côté de la Chine, ou je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait sortir un peu les marchés de leur torpeur. Je repasse pas sur le dollar, le DXY, puisqu'on vient d'en parler à l'instant, tandis que la Bitcoin dominance réagit bien sur la moyenne mobile 20 période autour de 49%. On a un gros support long terme ici, on pourrait même s'enfoncer un tout petit peu autour de 48,5, 48,7, mais pour l'instant, voilà, on a le BTC qui pèse toujours. On a ce momentum qui pourrait, selon la configuration, continuer de pousser même si Bitcoin venait à reculer encore. Donc, il va falloir être très observateur du côté des altcoins. Et c'est pour ça que les alts que je vais donner maintenant, c'est pas des alts sortis des obscures profondeurs du top 5000 ou quoi que ce soit, ou la fameuse pépite qui fait X machin blabla et tous ceux que les vendeurs de rêves vous vendront sur YouTube ou dans les formations. C'est des dossiers solides dont j'ai déjà parlé au préalable et sur lesquels petit à petit je suis en train d'allouer des toutes petites poches, puisqu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais soit pas exposé, soit pas assez, et notamment je l'ai vu l'autre fois en faisant mon récapitulatif de portefeuille. Alors le premier, et qui est dans une configuration un peu dégradée à court terme, mais pas autant qu'on a pu le voir sur certains altcoins, c'est Morpheus Network avec le MNW. Là aussi la possibilité de staker derrière, et on est dans la supply chain. Ils ont déjà un pied dans la vie réelle avec notamment FedEx, UPS, etc. Je vous laisse regarder de votre côté si vous voulez vous intéresser au fondamental. Pour ma part, on en a déjà discuté sur la chaîne, donc je sais que le fondamental est bon, je sais que ça continue de délivrer derrière et de se développer, mais ça reste un énorme pari sur l'avenir, bien évidemment sur le fait que la blockchain prenne comme ça dans la vie de tous les jours. Peut-être que dans 5 ans, on se sera tous trompés et que finalement ça aura été un feu de paille. Peut-être que dans 5 ans, absolument tout le monde l'utilisera et qu'il y aura de très belles choses qui se sera passées entre temps. Donc clairement, j'avais laissé un peu de côté le MNW et Morpheus Network, mais petit à petit, je pense que là, ça va être un bon moment tant en termes de RSI que de momentum de prix. On pourrait aller visiter plus bas, un peu comme la mèche qu'il y a eu ici autour de la mi-juin 2023, mais je pense qu'il va être voilà, intéressant autour de 92 centimes pour ma part de commencer à rentrer sur le token, puisque j'en avais précédemment, mais à partir du moment où on me donne 1 x 2 x 3 sur le prix, vous savez que voilà, je suis assez précautionneux sur mes investissements, et notamment quand on est en bear market. Donc globalement sur cette année, j'ai jamais cherché à aller plus loin que 80, 100, 150%. Dès que j'avais quoi que ce soit qui me donnait ça, derrière je vendais quasiment tout. Et là aujourd'hui, c'est vrai qu'on revient sur des zones de prix qui sont alignées avec le fondamental, le market cap, etc. Donc ça me paraît intéressant de jeter un coup d'œil, en tout cas du côté de Morpheus Network. Alors il y a un autre altcoin que j'affectionne pas particulièrement, et notamment pour les implications qu'il y a eu de Alameda, de FTX et de tout ce qui s'est passé autour depuis le dernier cycle justement, et clairement c'est pas un truc sur lequel j'irai poser la maison ou quoi que ce soit, mais au niveau de l'action de prix, du déroulé depuis le dump ici de novembre 2022 jusqu'à ce bottom qui est en construction ici et qui est toujours en cours autour de 21 $ aujourd'hui, il s'agit de Solana. Je vais pas en rentrer des quantités phénoménales, mais pour la postérité, pour l'expérience, pour voir sur un cycle de plus, je pense effectivement que si la team fait ce qu'elle a dit, de continuer de développer, et c'est ce qu'elle a l'air de prouver actuellement, et d'essayer de se sortir de cette ornière et de ce joug qu'il y a eu pour FTX, pour SBF, pour Alameda pendant tout ce temps, on pourrait peut-être en voir quelque chose de positif sortir derrière, mais je garde d'énormes précautions sur tout ça. Comme je vous en faisais part dans ma dernière émission de vendredi, c'était peut-être jeudi, vendredi, je sais plus exactement, GMX sur lequel j'avais pas pu rentrer, notamment au début quand ça a été beaucoup poussé par tout le monde sur les réseaux sociaux, etc. J'ai commencé à rentrer sur GMX. Pourquoi? Puisque à ce jour, au niveau des Real Yield Tokens, on a effectivement quelque chose, un narratif qui s'est mis en place, et surtout on a de véritables revenus qui rentrent là-dessus. Quand on regarde le chart comme ça, on est sur un chart qui malgré tout continue sa découverte de prix et va avoir beaucoup de volatilité. Il y a également Gains Network avec le GNS qui fait exactement pareil. Donc là aussi, ça reste des idées.
Ça reste assez expérimental pour mon portefeuille puisque d'habitude, je cherche pas forcément ce genre de risque. Donc ça va représenter du 0 quelque chose % par rapport au portefeuille global. Mais c'est vrai que j'ai envie pour ce cycle d'être un peu plus proactif et de m'exposer à certaines nouvelles narratives. Je me suis toujours pas penché non plus par rapport à tout ce qui est AI, par exemple, intelligence artificielle liée à la blockchain, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont blabla et que voilà, comme d'habitude, on va avoir des levées de fonds mirobolantes juste parce qu'il y aura AI devant. Mais c'est vrai que globalement, voilà, j'ai quand même envie d'avoir une petite exposition à ce genre de choses. Et là, l'action de prix est quand même assez dégradée à court terme. On va voir comment ça pourra se passer. On a une mèche qui est venue chercher quand même 28 $ au cours de cette dernière semaine. Et pour le coup, on a quand même quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Le seul souci, c'est son défaut aussi, c'est sa jeunesse. Et ça, dans la crypto, ça rajoute une couche de risque qui est quand même assez maximale quand on a peu ou pas de recul sur un actif, bien que petit à petit, là on a l'historique qui remonte à octobre 2022, mais je crois que ça a été quand même introduit précédemment. Après, on est sur une valorisation qui est déjà assez haute. Lui aussi ne fait que baisser et pourtant le momentum s'est remis à plat tant sur le MACD que sur le RSI. Il s'agit de Axelar avec le token AXL, un des plus beaux projets au niveau de la galaxie Atom. Il y a forcément le Atom Cosmos, mais tout le monde en parle, tout le monde en a, donc je pense qu'on va pas faire des redites. Mais pour le coup, AXL, là aussi j'en ai en portefeuille et peut-être une position un peu plus grande que d'autres altcoins. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais comme il n'a connu que la baisse et qu'il n'a pas véritablement pu s'exprimer au cours d'un bull run, j'espère bien évidemment que ça nous fera un petit quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pas toutes les cartes en main des tokens qui vont être release au travers du temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est autour d'un market cap de 120 millions de dollars. Est-ce qu'un projet comme Axelar aujourd'hui ne mérite pas à minima un 500 millions, c'est-à-dire un x5, voire 1 milliard symbolique, c'est-à-dire un x10 sur son market cap? Je vous laisse regarder les projets qu'il y a actuellement avec 1 milliard de market cap. Ça serait quand même assez aberrant que sur un gros bull run, si toujours il intervient dans les 2 prochaines années, etc., que ça se passe plutôt bien pour nous, qu'on n'ait pas à minima un Axelar qui vienne chercher entre 500 millions, en étant actuellement autour de 100, à 1 milliard de valorisation. Après, comme d'habitude, je ne suis pas Nostradamus, peut-être que dans 6 mois, ça vaudra 0. Donc je vous laisse seul juge et seul décisionnaire et dans la recherche de ce que vous allez appliquer derrière par rapport à votre portefeuille. C'est le but aussi là aujourd'hui de faire l'exercice en direct live avec vous, c'est que systématiquement, en plus d'une action de prix qui la plupart du temps est pas mal dégradée du côté des alts, c'est assez moche, hein, on va pas se le cacher, on a quand même un fondamental qui est derrière pas si mauvais, mais est-ce que c'est le bon moment pour commencer à s'y exposer ou est-ce qu'il vaut mieux rester encore quelques mois, quelques trimestres que sur Bitcoin ou Ether? C'est plutôt là toute la question. Il y en a un dont j'ai déjà une position et que je vais renforcer puisqu'on se rapproche du support long terme qui est autour de 5,30 $ à 5,50 $. Et il l'avait méché la dernière fois, on est de retour à 6,20 $. Il s'agit de Chainlink, là aussi gros pari sur l'avenir. Le fondamental est génial, mais au dernier cycle, c'est déjà pas ce qui a bien performé. Donc on n'a strictement aucune certitude, aucune idée de ce que ça pourrait donner au prochain cycle, si ce n'est qu'on a là une réaccumulation qui est académique d'un point de vue technique. Donc comme d'habitude, j'essaie de faire pencher les probabilités dans mon sens, de me dire que si j'achète bas sur un range, au pire, ce qui peut m'arriver, c'est de casser ce range et de couper ma position, ou derrière d'avoir un excédent positif qui soit de plusieurs X. Donc c'est une simple gestion du risque des plus basiques sans même jouer à l'apprenti trader. On a Immutable X avec le token IMX qui est un peu passé sous silence de la communauté française et pourtant en termes de volume, en termes de market cap et de ce que ça représente, c'est quelque chose d'assez costaud. Alors je n'avais pas eu le point bas de l'automne 2022 autour de 38 centimes. On a eu une mèche récente qui d'ailleurs est pas mal défendue en termes de niveau autour de 55 centimes. On est à 61 ce matin et je vais commencer petit à petit à rentrer sur le token IMX. Alors j'aurais pu choisir le CHSB de Swissborg en termes de token de plateforme ou le BEST de Bitpanda ou le BNB de Binance, mais c'est le CRO de Crypto.com qui est de retour à 0,05 et c'est un gros support long terme qu'il va falloir tenir sous peine d'être puni derrière et de descendre dans les abysses du crack de mars 2020 autour de 0,024, donc on pourrait perdre grossièrement 50% par rapport à la zone où nous nous trouvons. On a également un gros volume profile
profile autour de 0,038. Là où ça m'intéresse, c'est que l'asymétrie du risque aussi, par rapport à de là où on vient, on n'était pas loin du dollar symbolique, ça devient vachement intéressant si on part du principe, du postulat que effectivement Crypto.com sera toujours là au prochain cycle. Donc j'avais vendu l'intégralité de ma CB quand on était de souvenir, je l'avais dit sur YouTube et tout ça, on devait être autour de 40 à 60 centimes. J'avais pas eu le pic des 90 ou du dollar quasi symbolique. À l'époque, je vous avais dit attention Houston, gros problème en vue. On a un RSI ici qui est en train de crever le plafond à 93. Derrière, j'ai pu récupérer pas mal de cash. D'ailleurs, j'avais fait une petite bêtise à ce moment-là, en me sentant un peu pousser des ailes comme Red Bull, de faire un achat de Bitcoin en direct live avec vous tous, qui à ce moment-là valait 45 000 ou 48 000 dollars le BTC. Bien évidemment, derrière, voilà, c'est des erreurs de jeunesse, si je puis dire, qui, j'espère, ne seront pas reproduites plus tard. Mais globalement, je pense qu'on a eu une bonne lecture sur ce genre d'actifs et de tokens. Est-ce que le point bas est déjà là ou est-ce qu'on peut aller plus bas? Eh bien, dans tous les cas, je commence à re-rentrer mes crocs qui vont basculer sur une ECB et être bloqués pour 6 mois. Et ensuite, là aussi, ça reste du risque. Mais j'essaie de faire en fonction des convictions aussi que j'ai du fait que peut-être, et j'espère, je croise les doigts pour, en tout cas pour eux, que Crypto.com continuera d'être là au moins pour le prochain cycle. Grosse remise à plat aussi pour Ultra US. Alors j'en ai eu pendant l'intégralité de tout le dernier bull run. C'était extraordinaire et ils font un taf qui est remarquable. Aujourd'hui, on est de retour à 0,015, 0,016. On a le gros support d'ailleurs sur lequel on est un peu plus en dessous qu'en dessus en ce moment. Donc il va falloir vraiment tenir. On va peut-être mettre une ligne ici puisque ça a l'air de faire un moment que ça bataille sur cette zone des 0,16. Là aussi, c'est soit ça traverse et on finit un peu dans le néant, soit ça tient, on fait un sacré barrage ici à la Chainlink et on remonte, on fait le yo-yo pour derrière faire un gros cycle pour Ultra US. Seul l'avenir nous le dira et ça reste, en haut vu de la configuration technique, un risque qui peut s'entendre avec peut-être une coupure juste en dessous pour ceux qui font un peu plus de trading actif. Allez, un petit dernier que je n'avais toujours pas en portefeuille aussi et qui va faire sa première entrée. Alors vous allez me dire, mais à force, tu vas être dilué comme pas possible. Je le répète, c'est des 0 quelque chose du portefeuille. Je vais même pas monter à 1% sur tous les tokens que je viens de vous citer. Donc voilà, c'est vraiment à prendre en considération qu'en ce moment, je prends ce risque d'être un peu plus exposé doucement sur des tokens que je trouve porteurs d'un point de vue fondamental, mais avec un risque qui est plus. Je tiens bien à le préciser pour que ça soit clair pour tout le monde. Le token Lido, qui à ce jour est un peu le ponte du liquid staking ou je ne sais plus comment on l'appelle désormais, il y a 36 noms qui changent tous les matins au niveau de la finance décentralisée, bien qu'il y en a beaucoup qui reprochent à Lido d'être trop centralisé, qui permet de staker que ça soit les fameux Ethers ou du Matic et divers autres trucs, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Toujours est-il, on est venu au niveau de la mèche de la semaine dernière à 1,35$, on a des points bas qui ont été travaillés à l'automne autour de 86 centimes et un point haut ici autour de 3,33$. Donc clairement, Lido, ça va partir en staking. Si vous voulez vous intéresser aux autres du domaine, il y a Rocket Pool avec le token, je ne sais plus. Vous regardez, voilà le token associé à Rocket Pool. Peut-être que je vais mettre un micro pourcentage aussi pour pas avoir tous mes œufs dans le même panier dans ce domaine-là. Il y a Fraxshare avec le token FXS. Et là aussi, d'un point de vue technique, eh bien, ça peut tout à fait se défendre. Et ensuite, je vous laisse mener vos recherches, regarder un peu. Vous voyez, j'ai passé des centaines et des centaines d'alts aujourd'hui pour vous en parler que d'une dizaine. Pourquoi ? Puisque aussi ça me paraît être des alts qui, malgré tout, au long cours, pourraient nous faire quelque chose et sont déjà un minimum bien assis dans leur fauteuil. Après, comme d'habitude, pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques, aujourd'hui, c'est Bitcoin en premier lieu, un peu Ether derrière, ou alors à minima un équilibre BTC-ETH, et vous gardez une grosse et bonne poche de au moins à 30% de stablecoin ou de fiat, et vous regardez un peu ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Rien ne sert de courir, là, actuellement, par rapport au déroulement des marchés. Je pense qu'on y verra beaucoup plus clair au cours de l'année 2024. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que cette émission avec un format un peu plus long et un peu plus dense vous plaise. C'est presque un top altcoin alternatif qui a été livré aujourd'hui, bien qu'il y en a beaucoup qui étaient déjà dans les altcoins que j'avais cités pour de 2023 à 2025 avec un potentiel. Malgré tout, c'est vrai qu'on est dans une périodicité où tout ce truc autour
autour des ETF aux États-Unis, toute cette réglementation qui pèse et qui plane sur le marché crypto, pourrait changer bien des choses et redistribuer pas mal de cartes. Donc faites attention à vous. Si vous avez une aversion au risque sur un marché qui est déjà bien trop risqué du marché crypto, restez sur les 1 ou 2 gros dossiers, voire restez un peu plus longtemps sur le banc de touche. Ne cherchez pas absolument à systématiquement vous exposer à des altcoins, à des petits shitcoins aussi comme on les appelle, qui font 0,01 centime en vous disant, comme ceux qui avaient du Shiba ou du Doge à l'époque, que si ça monte à $1 symbolique, vous êtes riche. Ça fonctionne absolument pas comme ça et vous risquez vraiment de vous faire mal. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si on se retrouve ce soir avec Marc et Manu. Dans tous les cas, on se retrouve nous au cours de cette semaine. À plus tard. Ciao, ciao.